Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 816 de One Piece. D'abord, avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, j'ai été pris par les cours, hein, j'ai été malade aussi, donc c'est pour ça. Mais voilà, la vidéo est sortie et j'espère qu'elle va vous plaire. Et dans ce chapitre 816, on a eu droit à d'énormes retournements de situation. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais voilà, c'est un chapitre qui, pour moi, va marquer One Piece, qui sera l'un des chapitres qui va devenir par ses moments, par son moment, je pense, par son retournement de situation, l'un des chapitres et l'un des moments classiques de One Piece, épique. Donc voilà, c'est un très bon chapitre, un chapitre qui remet en question énormément de choses, ne serait-ce que de mon côté, ne serait-ce que par rapport à Raizo, Pecoms, Jack, beaucoup de choses, le Haki, énormément de choses. C'est un chapitre vraiment tout simplement super stylé, et Oda vraiment c'est un génie, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc pour commencer, j'ai relevé les moments importants de ce chapitre qu'on va décortiquer. Le premier était l'arrivée de Kinemon et Kanjuro sur l'île. Je pense que beaucoup d'entre nous, et bravo pour ceux qui ont pu le remarquer, mais je pense que la majorité d'entre nous, on a été bernés au chapitre précédent, chapitre 815, quand on a vu Kanjuro et Kinemon arriver. On s'est dit, ils vont se faire déchirer la gueule. On a vu que on les a pris pour des cons parce qu'on voyait que eux ils s'en foutaient complètement. Le singe pleurait, on s'est dit que c'est sûr ils vont se faire latter la gueule. Mais finalement, même dans ce chapitre 816, mais en faisant attention, il y avait beaucoup de foreshadowing, hein. Il y avait beaucoup de choses qui disaient que voilà, il n'y aurait pas eu de confrontation. C'était cool. Et par exemple, au chapitre 816, quand ils sont arrivés, qu'il y a eu la cloche qui a été sonnée, ils ont dit que c'est la cloche de bienvenue, etc. Et eux, ils s'en foutaient, mais complètement. Et nous, on pensait que c'était des cons, qu'ils allaient se faire latter la gueule et qu'ils s'en rendaient pas compte. Quand le singe pleurait aussi, on a tous pensé qu'il pleurait parce que, à cause du mal qui a été fait à sa tribu, etc. Mais en vrai, il pleurait parce que, voilà, ils étaient venus pour Raizo, ils s'étaient enfin montrés. Et nous, on n'a pas vu venir ça, donc pour nous, on s'était simplement dit que Kinemon et Kanjuro allaient se faire défoncer la gueule. Pour moi, Kinemon, c'est dommage qu'il se fasse pas défoncer la gueule, même si sur ce scan, voilà, il était assez cool. Le deuxième fait majeur, ça a été la confrontation entre Nekomamushi et Inuarashi. Deux choses à relever. Pour moi, c'était le Haki. Je pense que vous en souvenez, il y a eu cette onde de choc qui a été propagée dans la page. On a vu que la confrontation était quand même assez intense, que les deux personnages avaient un haki assez important. Après, est-ce qu'ils ont le haki des rois ou simplement le haki de l'armement? Ça, c'est autre chose. Pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait le haki des rois, parce que c'est quand même les deux combattants les plus puissants de leur espèce. C'est les combattants les plus puissants parmi les mix, hein. C'est sûr, il y a Pecoms, il y a les autres, là, Pedro, etc. Mais eux, c'est vraiment les maîtres, les rois. Que ce soit en termes de puissance ou de statut, c'est eux les deux les plus puissants. Donc, deux personnages sur toute une espèce avoir le haki des rois, ça me semble assez logique. Et la deuxième chose, c'est quand même, on a vu que la confrontation était assez hardcore quand même. Il y avait les deux souhaitaient la mort de l'un souhaitait la mort de l'autre, et voilà, même après ce drame, on voyait que ils étaient toujours ils étaient toujours rancuniers. Donc pour moi, hormis le fait que ce soit des chiens et chats, donc forcément ils sont dans une relation conflictuelle, pour moi il y a plus que ça. Pour moi il y a un problème de fond, il y a un problème fondamental entre eux, essentiel, qui va au-delà de simplement du fait que ce soit un chien et chat. Ça serait trop simple, je trouve, et donc le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que ça serait par rapport à Shanks? Parce que bon, Inuarashi en a parlé au début du scan avec Luffy et s'est endormi, donc ça c'est un peu louche. Est-ce que c'est par rapport à Shanks? Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc par rapport à Shanks. Après, on sait qu'ils ont navigué ensemble. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Voilà, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé entre eux pour que ça s'envenime autant.
Et avant qu'il y ait justement la confrontation entre les deux, au moment où il y avait simplement un échange verbal, il y a eu le flashback de ce qui s'est passé avec Jack. Et beaucoup de choses à dire sur ce flashback, surtout par rapport à Jack. Pour moi, ce flashback a complètement chamboulé ma vision du personnage qui est Jack. Parce que dans un sens, on voyait tous Jack comme un simple... obsédé du combat simplement, il voulait juste torturer ces mecs-là, il s'en foutait, on avait l'impression qu'il s'en foutait de Raizo, il était venu, il voulait pas venir pour rien, alors il a défoncé tout le monde, il a torturé tout le monde, donc pour moi, Jack, on avait une image, c'est vrai qu'il était stylé physiquement, avec cette truc sur la bouche, je sais plus comment on appelle, mais d'ailleurs, vous voyez de quoi je veux parler, avec un physique assez stock, les petits cheveux comme ça, le fruit du démon assez stylé. Donc voilà, Jack, il était stylé d'un point de vue physique, pouvoir, etc. Mais d'un point de vue psychologique, mental, on aurait dit un con. Voilà, faut pas, voilà, on croyait que c'était un con, hein, c'est pour dire les choses. Mais là, ce flashback, il nous a montré une nouvelle facette de Jack qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. Et peut-être même qu'il n'est pas aussi cruel qu'il n'en a l'air, parce que je sais pas, mais est-ce qu'il les aurait torturés s'il avait trouvé Raizo? Là, on voit qu'il est quand même assez intelligent. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus de personnages cons à ce niveau-là. Pour avoir une prime d'1 milliard et être le bras droit de Kaido, on peut pas être con. Parce qu'il suffit plus, même Zoro qui au début combattait à l'instinct, commence à raisonner, à être plus cérébral. Donc pour moi, quand on atteint un certain niveau de puissance, on peut plus être con. On a un minimum d'intelligence. Même Luffy, dans les combats, il est assez intelligent, il est assez réfléchi. Donc voilà, pour moi, il pouvait pas être con. Mais là, ça consolide encore plus cette vision. Et pour moi, Jack est intelligent. Et il savait de quoi il parlait. Il savait que Raizo était caché là-bas. Donc voilà, mais je me demande pourquoi il n'a pas utilisé le haki de l'observation pour le trouver. Ça pourrait en même temps avoir un rapport avec Raizo ou avec Wano Kuni, qui ont la capacité de cacher un petit peu leur haki, comme sur Dragon Ball, où on pouvait dissimuler son j'ai oublié. Mais en gros, on pouvait dissimuler sa présence. Je pense que la même chose pourrait se produire ici. Et ça expliquerait pourquoi Luffy s'était fait surprendre une fois par des Minks qui étaient au-dessus des arbres, etc. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a cette faculté-là à Wano Kuni. Mais on verra ça après. Et finalement, mais c'est un truc très juste pour la forme. Mais je pense que Inuarashi et Nekomamushi, au-delà de leur fidélité, j'ai trouvé que Nekomamushi était quand même très badass comme personnage, très stylé. Au moment où il était prêt à encaisser les lances à la place de ses partenaires, moi je l'ai trouvé hyper stylé. Et ensuite, l'autre fait, c'est l'interruption du combat par Kinemon, pardon. Par Kinemon. Et à partir du combat entre Inuarashi et Nekomamushi, qui est interrompu par Kinemon, et à partir de ce moment-là, on commence un petit peu à vivre, personnellement, je pense qu'on commence à vivre ce moment dans la peau d'Usopp. Hein. Le personnage auquel je me suis identifié moi-même, c'était Usopp. On avait, je pense, tous la même réaction que lui. Au début, on se disait complètement, mais il se passe quoi là? Pourquoi il fait ça? Ensuite, on avait les larmes aux yeux. Ensuite, voilà, je pense que le Usopp était un petit peu la projection du lecteur dans le manga. Donc, je pense que notre réaction se rapprochait de lui. Et c'est là, quand le combat est interrompu, qu'on a droit à pour moi, l'un des moments les plus épiques de One Piece. Parce que c'est quoi un moment épique? C'est un moment qui combine et qui mélange retournement de situation inattendu, personnage, révélation inattendue, personnage badass. On avait ça avec Nekomamushi, Inuarashi. C'est un dénouement. Et franchement, là, il y a tous les ingrédients pour avoir un moment épique. Nekomamushi, Inuarashi, quand il pleure et qu'il révèle la vérité, moi, j'étais sur le cul, mais exactement comme Usopp au début. J'avais les yeux qui sortaient. C'était simplement énorme. Et donc, pour moi, c'est ce qui a donné droit à l'un des meilleurs moments de One Piece jusqu'à présent. Et parce qu'on s'y attend vraiment pas. Et
Usopp, on voit qu'il pète les plombs complètement. D'ailleurs, c'est par surprise. Et moi, ce qui a accentué ma réaction aussi, parce que j'ai été très ému, c'est la réaction qu'a eu Robin, mais surtout Zoro. Parce qu'on sait que Zoro, pour le bousculer, lui, pour qu'il soit vraiment sur le cul, faut vraiment quelque chose de... Et ça, en voyant la tête de Zoro, je pense que vous l'avez tous remarqué, mais ça a encore plus accentué l'émotion et la puissance de ce moment-là, tout simplement. Et ensuite, Usopp fond en larmes et en disant un petit peu ce qu'on pensait tous, comme quoi c'est une civilisation aussi puissante, aussi vieille, aussi importante, se mettre tout en danger pour protéger un personnage, pour couvrir un ami, et ensuite Nekomamushi qui le console pour lui dire que il serait prêt à tout pour protéger un ami avec un grand sourire. Pour moi, ça c'était franchement énorme moment. J'ai adoré ce moment-là. Je pense que vous aussi, mais j'ai adoré ce moment-là. Et en plus, le sourire de Luffy qui vient consolider tout ça. Franchement, superbe scan. Ça en termes de dessin, en termes de dialogue, franchement, Oda, là, il vole. Il est largement au-dessus. Et ce chapitre a remis en question une chose que j'avais dite la semaine dernière. C'était Raizu et Pecoms dans l'équipage. Pour Pecoms, je maintiens toujours, hein, parce que on a vu les mix, c'est une tribu de... Voilà, ils ont beaucoup de principes, exactement les mêmes principes que Luffy et les autres membres de l'équipage. Très fidèles, très liés entre eux. Et je pense qu'il devrait y avoir un Mickman obligé. Il devrait y avoir la représentation de cette tribu dans l'équipage de Luffy. Donc pour moi... Pecoms, voilà, je pense qu'il va se rallier avec Luffy. Je pense, hein, c'est possible, mais je pense que s'il n'y a pas de Minkman avec Luffy, ça serait vraiment dommage. Par rapport à Raizu, je commence à penser que Raizu serait peut-être une femme. Il y a des théories qui sont sorties là-dessus. Je suis relativement d'accord. Je pense que ça pourrait être une femme, Raizu. Puisque bon, on voit que elle est cachée, que Raizu reste caché, même lorsqu'ils se font démonter la gueule, les Minks. Donc ça pourrait expliquer pourquoi un petit peu caractère princesse à protéger, à préserver. Et ça m'étonnerait pas que ça soit une fille. Et même ça pourrait être même une fille. Je dis pas qu'une fille ne pourrait pas rejoindre... les chapeaux de paille, mais je dis simplement que là, on a un petit peu le topo de la princesse à protéger, avec qui on doit revenir à Wano Kuni, qui va nous accueillir au palais royal, un petit peu à la Basta, quoi. C'est ça Vivi, un petit peu, je pense, je la vois comme ça. Après, est-ce que dans l'histoire de One Piece, il n'y a eu aucune princesse il y avait Vivi qui aurait pu rejoindre Luffy, il y a eu l'autre, la Rebecca, même si elle, bon, c'est pas le meilleur personnage, mais elle aurait pu aussi rejoindre Luffy, elle l'a pas fait. Donc les princesses rejoignent rarement l'équipage de Luffy. D'ailleurs, ça se comprend, elles ont des obligations, etc. à respecter dans leur royaume, mais voilà, je sais pas si elle c'est une princesse ou simplement l'héritière du clan Konegutsu ou Kogegutsu, j'ai oublié le nom, mais de ce clan-là, chez lequel Kinemon travaille. Donc voilà, il y a cette question-là. Je me demande si Raizu pourrait rejoindre l'équipage, je sais pas. Pour moi, Pecoms c'est presque sûr, mais Pecoms ou un autre Minkman, hein, pour moi c'est obligatoire, ça, c'est presque obligatoire. Raizu, je sais pas, on verra le prochain scan, on verra un petit peu le personnage, etc. pour voir après, parce que Raizu quand même a beaucoup d'ampleur et la manière dont il est, où elle est introduite, pourrait en faire un personnage majeur et donc un membre de l'équipage. Mais on va pas s'enflammer, on attendra le prochain scan. Après, il reste la problématique de César, s'il va rejoindre l'équipage ou pas. Il y a aussi ce risque-là. Ouais, pour moi, c'est un risque. Ce personnage, il me casse les couilles. Après, on verra. Ça pourrait être intéressant à Logia. Mais bon, on va pas s'avancer là-dessus. Je pense que on va rester là. Mais
le prochain scan va sortir dans 2 semaines, parce qu'il y aura une pause la semaine prochaine. Donc voilà, beaucoup d'impatience surtout, mais voilà, j'attends avec impatience le 817. Pour moi, ça sera un scan énorme. Je pense qu'on va faire connaissance avec Raizo. Mais bon, on verra ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et vous serez les premiers à savoir quand une vidéo va sortir. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça me fait aussi très plaisir. Et surtout des commentaires pour rendre ça plus interactif, pour me donner vos avis, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée et à plus. Ciao.